Cette séquence fait suite à la séquence consacrée au principe de relativité de Galilée. Alors comme tu vois, on va ici parler d'un autre principe, le principe d'inertie, qui comme tu le vois également, est aussi dû à Galilée. En réalité, le principe d'inertie et le principe de relativité de Galilée sont extrêmement proches. Bien souvent, d'ailleurs, on le considère comme un seul tout cohérent qu'on appelle le principe d'inertie. Mais voilà, donc ce que je vais faire ici dans cette séquence, c'est tout simplement continuer à te décrire le cheminement intellectuel de Galilée et te montrer comment il est passé donc, du principe de relativité au principe d'inertie. Donc tout démarre avec le principe de relativité. Rappelle-toi, le principe de relativité dit tout simplement que quand on est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire un mouvement qui est en ligne droite à vitesse constante, ce mouvement se fait en l'absence de toute force. Ce qu'on avait abordé avec cette expérience de la pensée ici, on avait imaginé un vaisseau qui est là avec ses réacteurs éteints, il est inerte, il n'exerce aucune force. Voilà, ce vaisseau avance ici à la surface de la Terre à vitesse constante et voilà. Puisqu'il avance sans force, forcément l'astronaute à l'intérieur ne subit aucune force, de même que la balle ici ne subit aucune force, et quand l'astronaute va lâcher la balle, elle va tomber tout simplement devant ses pieds, exactement comme ça se passerait à la surface de la Terre ici, au repos. Et donc c'est ce que je vais te montrer d'ailleurs, je vais insister sur cette équivalence entre le mouvement rectiligne uniforme et le repos, en te montrant que l'expérience de la chute de la balle ici se passe exactement de la même manière dans le vaisseau et à la surface de la Terre. Et donc le deuxième expérimentateur ici arrive, il est à la surface de la Terre, il va lâcher la balle et l'expérience est exactement la même. La balle tombe forcément à ses pieds, rien de spécial à signaler. Ces deux situations sont tout à fait équivalentes. On peut très bien considérer que c'est le vaisseau qui est au repos. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai montré cette séquence. Dans cette séquence, le vaisseau ici restait au milieu de ton écran. C'est comme si la caméra était en travelling ici avec le vaisseau. Et c'est donc la Terre et l'expérimentateur ici qui reculait vers la gauche. Donc je peux dire que c'était le vaisseau au repos et que c'est l'expérimentateur ici à la surface de la Terre, avec toute la Terre qui reculait vers la gauche. Ça montre que le mouvement et le repos sont des choses qui sont donc relatives, que je devrais dire ici pour être plus précis, le mouvement rectiligne uniforme. Je n'ai pas pris la place de l'écrire, mais il faut ne pas l'oublier bien sûr, c'est très important dans cette séquence, tu verras pourquoi. Et donc ça, c'est le principe de relativité. Alors, puisqu'il y a relativité entre le mouvement et le repos, il y a un risque de confusion quand on fait la description d'une expérience de physique. Il faut spécifier dans quel cadre on décrit cette expérience. Et pour ça, donc, les scientifiques ont introduit la notion de référentiel, que je symbolise ici avec les axes X et Y, qui permettent de repérer tout objet ici, qui ferait donc le sujet d'une expérience. Par exemple, la balle, ici, la balle peut être repérée dans ce système d'axes. La balle a une certaine position horizontale qu'on peut appeler X et une certaine position verticale ici qu'on peut appeler Y. Et ça, voilà, c'est nécessaire, tu vas comprendre pourquoi dans quelques secondes. Donc voilà, je vais décrire l'expérience de la chute de la balle dans le référentiel du vaisseau. Donc la trajectoire, elle est tout simplement verticale, exactement comme on l'obtiendrait donc à la surface de la Terre. Ici, avec le deuxième expérimentateur, on a une trajectoire verticale dans le référentiel, bien sûr, de la Terre. Ceci est important, et tu vas comprendre maintenant l'intérêt du référentiel, parce que ici, la balle est tombée verticalement, mais si on décrit la chute de la balle de la Terre, ici, celle qui est tombée sur la Terre, si on la décrit maintenant dans le référentiel du vaisseau, il faut savoir que le vaisseau avançait par rapport à la Terre, ou au contraire, le vaisseau était sur place quand la Terre ici reculait, avec l'expérimentateur qui est là. Donc sur le temps de chute, forcément l'expérimentateur reculait, ça veut dire qu'avant la chute, la balle, elle était ici. La durée de la chute ici correspondait forcément à un certain chemin parcouru ici, et donc la balle, elle était ici quelque part dans une position X par rapport au référentiel du vaisseau qui était ici et non là, bien sûr.
Et donc, puisque maintenant, dans ce référentiel du vaisseau, la balle est là, ben, il est clair que la trajectoire de la balle, hein, c'était une espèce de courbe, comme celle-là. Ok. Et forcément, si la chute de la balle ici n'apparaît pas identique à celle qu'on a là, hein, la trajectoire ici est verticale, ici c'est une courbe, ben c'est tout simplement parce que dans le référentiel du vaisseau, la balle, elle avait une vitesse, bien sûr. On est ici à la surface de la Terre, toute la Terre bouge par là, donc la balle ici, elle bougeait. Et on a donc bien des situations expérimentales qui sont différentes. On a bien deux trajectoires qui sont différentes. Alors que si je décris la chute de la balle dans le référentiel de la Terre, ben la balle, elle ne bougeait pas dans le référentiel de la Terre. Hein, quand l'expérimentateur tenait la balle ici, ben la balle, elle était juste devant lui. Et effectivement, dans ce référentiel-là, elle est tombée juste devant lui. Hein, tu vois donc la nécessité ici d'introduire cette notion de référentiel. Il faut bien savoir de quoi on parle. Il faut bien spécifier le référentiel dans lequel on décrit les expériences de physique que l'on mène et qu'on cherche donc à comprendre. Voilà, hein, donc je vais arrêter avec ceci, hein, c'est le problème de cette trajectoire ici, on aura l'occasion de le résoudre hein, dans une vidéo ultérieure. On va se concentrer maintenant sur le principe de relativité et en particulier maintenant le principe d'inertie. Alors, pour être plus rigoureux et plus précis avec cette notion de référentiel, il faut en fait parler de référentiel inertiel. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est hein, au travers de l'étymologie hein, du mot inertiel ici. Inertiel, ça cache le terme inertie, et dans inertie, tu entends aussi l'adjectif inerte. Eh bien voilà, un référentiel inertiel est un référentiel qu'on va pouvoir associer à un objet inerte, tel que ce vaisseau ici. Comme je te le disais il y a quelques minutes, ce vaisseau est inerte dans la mesure où il n'exerce aucune force vers l'extérieur, il ne reçoit aucune force, en particulier ici, ses réacteurs sont éteints. Donc il se déplace à vitesse constante, en ligne droite, et donc un référentiel inertiel est tout simplement un référentiel qui se déplace en MRU, en mouvement rectiligne uniforme. Et donc voilà, je vais te présenter cette notion de référentiel inertiel avec l'animation ici du vaisseau qui se déplace à vitesse constante dans son référentiel inertiel. Le voilà, ça c'est le vaisseau et son référentiel inertiel qui viennent de passer. Ok. Alors voilà, maintenant le vaisseau il va rester dans son référentiel bien sûr, il n'y a aucune raison que sa vitesse change tant que le vaisseau reste inerte. Mais si il allume ses réacteurs, par exemple, pour freiner, c'est ce que je vais te proposer maintenant, il va freiner, donc il va adopter ici le référentiel de la Terre après avoir freiné. Il va freiner dans le but de s'arrêter par rapport à la Terre. Donc forcément, il va quitter le référentiel inertiel dans lequel il se trouve maintenant. C'est ce que je vais te montrer. Donc tu vas voir qu'il va freiner en renversant ses réacteurs. Tu vas le voir. Il va donc arriver maintenant. Le voilà, il est dans son référentiel inertiel et il a actionné ses réacteurs en les retournant pour freiner à la surface de la Terre. Et donc maintenant, il est dans le référentiel de la Terre grâce à l'action d'une force. Et avec ça, on arrive au principe d'inertie. On voit que cette force a été nécessaire pour vaincre l'inertie du vaisseau. Si on ne fait rien au vaisseau, il va rester dans son référentiel inertiel. On dit qu'il y reste par effet d'inertie. Il est inerte, il n'y a aucune force sur le vaisseau et donc il va rester dans son référentiel. Dès qu'une force apparaît, il va quitter son référentiel. Cette force est nécessaire pour faire modifier sa vitesse et donc pour le faire quitter son référentiel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inertie. J'ai eu besoin ici, je pourrais très bien dire que c'est moi qui ai arrêté le vaisseau et donc j'ai eu besoin d'une force ici pour arrêter le vaisseau, pour qu'il soit dans le référentiel de la Terre, que je peux montrer maintenant. Le vaisseau a vraiment changé de référentiel et pour ça, je le répète, il a eu besoin d'une force. Une force qui permet de contrer l'inertie. Et cette force, elle a contré forcément une autre force. Si c'est moi qui ai arrêté le vaisseau, forcément je reçois une force qu'on peut appeler la force d'inertie du vaisseau. Le fait que ce vaisseau était inerte a fait que j'ai reçu une force ici que j'ai dû combattre pour l'arrêter. Okay, c'est la notion donc, de force d'inertie et c'est
le principe d'inertie. Le principe d'inertie dit tout simplement qu'un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme va rester dans ce mouvement, sauf s'il reçoit une force. La force est capable de le faire changer de référentiel, comme tu as vu ici. Voilà, donc ça c'est le principe d'inertie, qu'il vaut mieux apprendre à maîtriser, comme tu vois ici. Voilà, la voiture a été victime de son inertie. Il vaut mieux maîtriser l'inertie, bien sûr, à l'aide des freins, plutôt que d'attendre que ce soit un poteau ici qui arrête la voiture, bien sûr. Et on voit ici tous les problèmes qui peuvent être liés à cette force d'inertie. La force d'inertie, ici, clairement, a fait de gros dégâts à cette voiture. Et puisqu'on traite ici de relativité, je vais te présenter la scène de freinage du vaisseau dans le référentiel inertiel initial du vaisseau. C'est la scène qui va apparaître maintenant. Le vaisseau avance, il va actionner ses réacteurs pour freiner par rapport à la Terre. Voilà, il a atteint la vitesse de la Terre et donc il quitte son référentiel. Il a combattu son inertie, il n'est plus dans son référentiel inertiel, il est maintenant dans le référentiel de la Terre. Je te propose de revoir cette scène une seconde fois pour voir qu'un freinage par rapport à la Terre est en fait un démarrage dans le référentiel initial. On voit que puisque le repos et le mouvement sont relatifs, la notion de démarrage ou de freinage sont tout simplement relatives également. Et d'ailleurs pour ça je vais te présenter ici le principe d'inertie avec un démarrage. Le vaisseau va simplement démarrer, il va allumer ses réacteurs pour changer de référentiel. Donc il va quitter son référentiel, il va combattre son inertie. Le principe d'inertie, c'est bien ça. Le vaisseau ici ne subit pas de force, il va donc rester dans ce référentiel tant qu'il ne subit pas de force. Dès qu'il allume ses réacteurs, une force est exercée. Cette fois-ci, la force sera exercée vers l'avant parce qu'il ne va pas retourner ses réacteurs et donc il va démarrer. Il va quitter ce référentiel-ci, qui est le référentiel de la Terre, pour rejoindre le référentiel qui va apparaître ici, qui est donc un référentiel en mouvement. Voilà, il a actionné la force vers l'avant grâce à ses réacteurs et il est parti rejoindre le référentiel en mouvement. Voilà, on est donc passé d'un référentiel à l'autre grâce à la notion de force. C'est la force qui a modifié la vitesse et qui a fait le passage d'un référentiel à l'autre. Et je te propose maintenant de voir cette scène de démarrage dans le référentiel en mouvement que le vaisseau va rejoindre grâce à son démarrage. C'est le référentiel qui est ici déjà en vitesse et le vaisseau va donc rejoindre ce référentiel en démarrant. Donc au départ, le vaisseau, il est à l'arrêt sur la Terre, il va actionner ses réacteurs pour démarrer par rapport à la Terre et rejoindre le référentiel inertiel X', Y'. Voilà, alors je vais repasser la scène une seconde fois pour te montrer que le démarrage par rapport à la Terre peut être vu comme un freinage par rapport au référentiel en mouvement ici. Voilà, le pilote actionne ses réacteurs pour s'arrêter par rapport au référentiel en mouvement. On voit bien que cette notion de démarrage ou de freinage est finalement une notion très relative, au même titre que le repos et le mouvement rectiligne uniforme sont relatifs. Et voilà, il est temps de conclure maintenant que ce que Galilée nous a appris avec le principe d'inertie et le principe de relativité, voilà, c'est illustré ici avec ce vaisseau qui avance en ligne droite et à vitesse constante. C'est un mouvement rectiligne uniforme qui n'exige aucune force. Le mouvement ne nécessite pas de force, c'est ça la grande leçon de Galilée. C'est le principe de relativité qui a permis à Galilée de dire finalement que le mouvement rectiligne uniforme, n'oublie pas que quand je mets mouvement ici, c'est bien rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniforme n'exige aucune force et donc il est équivalent au repos. Tout simplement, toute expérience qui peut être faite ici dans cette cabine est tout à fait la même que celle qu'on peut faire à la surface de la Terre. Ensuite, Galilée nous a dit que la force modifie la vitesse. La force permet de changer de référentiel inertiel, comme on l'a vu longuement dans cette séquence. C'est ce qu'on va voir ici. On va appliquer une force ici au vaisseau. Les réacteurs s'allument pour appliquer cette force et le vaisseau démarre, bien entendu. Il change de référentiel. C'est le principe d'inertie. Alors, modifier la vitesse, ça revient en fait à accélérer.
Donc on va dire plutôt ici que la force engendre l'accélération. C'est bien à ça que nous a conduit Galilée. Galilée nous a dit que les référentiels inertiels étaient équivalents et qu'on pouvait passer de l'un à l'autre grâce à une force donc qui combat l'inertie naturelle des objets sans force, des objets inertes, comme on le voit dans le mot inertie. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu la fin de l'histoire. C'est ici donc que Galilée, voilà, il est arrivé en fin de vie. Il n'a pas continué à travailler sur ce thème. Les dernières années de sa vie ont été très préoccupantes pour lui, notamment à cause du procès que lui a fait l'Église catholique. On était en pleine inquisition à cette époque et l'Église catholique lui en a beaucoup voulu d'avoir introduit cette notion de relativité. On verra ça dans une autre séquence, on verra pourquoi l'Église catholique a fait un procès à Galilée. C'est une séquence que je te conseille vivement de regarder parce qu'elle va te montrer comment est-ce que la science peut être en lien avec la philosophie. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant à voir. Voilà, je ne rentrerai pas dans plus de détails pour le moment. Je t'invite vraiment à voir cette séquence consacrée donc au procès de Galilée. Et donc voilà, Galilée est mort en 1642 sans avoir pu développer plus loin ses idées, même s'il avait déjà développé certains aspects des outils mathématiques nécessaires pour aller plus loin ici, notamment dans la formalisation mathématique. Mais par le plus grand des hasards, l'année de mort de Galilée 1642, cette année-là est né en Angleterre le petit Isaac. Je parle bien sûr de Isaac Newton, qui a véritablement pris le relais de Galilée avec les idées donc, que Galilée a exprimées ici. Newton a pu établir le lien qu'il y a entre force et mouvement. Il l'a établi de manière rigoureuse à l'aide d'un formalisme mathématique et il est arrivé à la fameuse loi F est égal à m fois a. Comme je te le disais, Galilée nous a dit que la force engendre l'accélération. Eh bien, on le voit dans cette loi. On voit qu'en fait, l'accélération, qui est a ici, est tout simplement proportionnelle à la force. Le coefficient de proportionnalité qui est là, c'est tout simplement la masse de l'objet qui subit la force F. Voilà, ça sera bien sûr l'objet d'une séquence ultérieure que je t'invite bien sûr aussi également à regarder. En attendant, je te dis merci pour ton attention et à très bientôt.